Salut à tous, il a collaboré avec les services secrets français sur le dossier OVNI en forêt de Brocéliande comme remote viewer. C'est un témoignage exclusif de Monsieur R sur BTLV. Monsieur R, bonsoir. Bonsoir. Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, on va pas vous voir à l'écran. Merci. Ça peut se comprendre et c'est à l'occasion d'un documentaire qui sortira bientôt dans les mois qui viennent et qui sera en exclusivité sur BTLV dans un premier temps, OVNI en forêt de Brocéliande, que nous avons le plaisir de vous recevoir. Vous avez collaboré avec les services secrets français en tant que remote viewer, c'est ce que je disais. On va essayer de découvrir votre parcours, comment ils vous ont contacté, quelles étaient les séances que vous aviez avec ces services secrets, pourquoi vous ont-ils contacté, mais avant cela, on va quand même regarder la bande-annonce de ce documentaire OVNI en forêt de Brocéliande. Ce documentaire n'est pas le nôtre, il est celui de la vingtaine de témoins qui, au-dessus de la forêt de Brocéliande, de 2006 à 2019, ont aperçu plus d'une vingtaine d'ovnis, au-dessus notamment du camp militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan. À ces témoins, je dois la vérité. De 2013 à 2015, j'ai coopéré avec la DGSE sur ce lieu en particulier, devenu emblématique en raison de la densité d'ovnis que l'on y aperçoit. À l'heure où nous nous apprêtons à coloniser Mars, la Lune, à partir d'une Terre agonisante, nous devons à chacun la vérité, non pas seulement à ces 20 témoins, mais à tous ceux qui, à travers la France, le monde, ont aperçu des choses dans le ciel qui n'étaient pas d'ici, mais qui étaient d'ailleurs. Code 3-1, request takeoff. Alors, je suis réveillé pendant l'hiver 2006 par un jet militaire, un Mirage, qui vient de l'Est et qui va à l'Ouest, qui doit voler à 800-900 km/h et dans un fracas épouvantable et qui passe exactement au-dessus de la maison, mais genre à 40-50 mètres au-dessus de la maison. Et j'apprendrai plus tard, de la part d'ingénieurs qui partageaient la chambre d'hôte où je venais quand je faisais mes travaux ici, et qui étaient spécialistes des missiles, alors ça commençait bien, qui étaient en mode poursuite. Bref, l'avion passe au-dessus de la maison, me réveille, disparaît, plus de bruit. Et venant du sud-est, c'est-à-dire d'un lieu-dit qui se nomme la Chambre aux Loups et qu'on retrouvera par la suite, apparaît une lumière qui grossit dans le silence le plus complet et qui s'approche de ma maison et qui s'arrête au-dessus de la haie, au-dessus d'un arbre qui veut mesurer à peu près 6 ou 7 mètres à cette époque-là. Alors il faut imaginer, dans le silence le plus complet, cette lumière, mais une lumière qui n'éclaire pas, qui ne projette pas de faisceau, c'est-à-dire qu'il y avait des matériaux qui étaient sur le terrain, mais qui n'étaient pas découpés, comme si ça avait été un projecteur. Et toujours dans le silence le plus complet. Et commence une sorte de vis-à-vis entre cette lumière qui va mesurer dans les 1 ou 2 mètres de diamètre, commence une sorte de vis-à-vis entre moi, derrière ma fenêtre, dans ma chambre, la lumière à 30, même à 20 mètres,
et un vis-à-vis qui dure quoi, une dizaine de secondes, pendant lequel je me dis mais qu'est-ce qui va se passer? Et là, tous les scénarios sont possibles. Est-ce que je vais me faire enlever? Vous imaginez tout à ce moment-là. Et à ce moment-là, la lumière disparaît et en un clic. Alors on voit bien, Monsieur R, qu'avec le témoignage de Pierre-Gilles Belin ici, il y a eu quand même, durant toutes ces années d'observation d'OVNI, parfois des observations qui étaient effrayantes. C'est ce qu'on entend ici. Pierre-Gilles se dit, est-ce que je vais pas être enlevé, etc. Donc, vous avez donc collaboré avec les services secrets français. Depuis et quand ça a commencé? En fait, c'était, il y a eu un moment clé où vous avez une convergence, en fait, on peut dire industrielle, entre les sciences du cerveau et tout ce projet de cartographier les aires cérébrales, cette espèce de gigantesque industrie qui a été dévoilée par Edward Snowden notamment, qui consistait à ramasser le maximum de données, et notamment de données sur les ovnis eux-mêmes. Donc ça constituait une base, on va dire scientifique, de premier plan, tellement on pouvait ramasser de données, et il fallait bien s'avouer l'échec, en fait, de comprendre le phénomène ovni. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du projet Stargate qui avait été initié par les Américains dans les années 70. À ce moment-là, ils ont mis au point peu à peu les bases du remote viewing, militaire. Pour les amener à un degré de plus en plus sophistiqué. Et moi, j'interviens dans cette histoire d'abord de manière complètement hasardeuse, c'est-à-dire je me découvre des dons de perception à distance. C'est-à-dire que d'abord c'est des dons kinesthésiques, c'est-à-dire qu'en réalité je peux ressentir l'émotion de mon interlocuteur à distance. Alors c'est en vis-à-vis, mais ça peut être, il n'y a pas de notion de distance en fait dans ces cas-là. J'enregistre des échos télépathiques également. Et en fait, je découvre qu'à l'endort ou au réveil, quand on est en état de bodhisattva de conscience à ce moment-là, je capte des mots, des sons, des images. Et peu à peu, je distingue entre ma pensée, la production de ma pensée propre. Je distingue qu'il y a des pensées exogènes qui viennent d'ailleurs, enfin qui ne sont pas les miennes. Et c'est l'époque où se crée une espèce d'émulation aussi en France avec des organismes comme l'INRES qui apparaissent, fondés par Stéphane Alix, ou Iris Consulting, qui est proprement dédié au remote viewing. Et je me mets en fait à fréquenter ces sessions de formation en fait à la perception à distance. Et en fait, ce qu'on ne réalise pas, c'est que dans toutes ces sessions, il y a énormément d'agents de renseignement qui, eux, s'intéressent aussi à ce sujet. Alors, ils fréquentent les sessions d'Iris Consulting, par exemple, mais ils vont tout aussi bien apprendre la communication animale en Belgique, etc. Enfin, histoire de se former un petit peu à la télépathie, on va dire, à la perception kinesthésique. Ça veut dire que vous êtes en train de me dire que les services secrets français ont des agents qui se forment à la communication animale et au remote viewing. Exactement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on veut rattraper, en fait, la France veut rattraper son retard sur les Américains. Et comme, en fait, la chaîne de renseignement pour comprendre la nature du phénomène OVNI n'est pas suffisante, et qu'on réalise qu'il y a de nombreuses interactions télépathiques avec les ovnis. Je parle par exemple à ces enfants du Zimbabwe qui ont reçu des messages mentaux, mais il y a plein d'autres choses, comme l'ovni qui est passé à Nantes au-dessus de Pont de Cheviré, et où le témoin a reçu des injonctions télépathiques très très fortes. On s'aperçoit qu'il y a une notion télépathique, mais même kinesthésique, c'est-à-dire de bien-être ou voire de douleur, qui sont liés à ces phénomènes. Donc on comprend à ce moment-là que si on veut avoir une chaîne de renseignement complète,
on est obligé de tenir compte des statistiques précédemment évoquées, de tous les cas d'observation visuelle, des poursuites, des données radar, mais aussi on est obligé d'aller sur le terrain, écouter et recenser les témoignages. Alors c'est à ce moment-là qu'il y a une foultitude d'indicateurs qui sont envoyés dans tous les milieux ufologiques, hein, dans tous les repas ufologiques, faire le reporting, etc., pour choper les cas les plus intéressants. Et on réalise aussi, et à ce moment-là, Alexis Champion, qui finira par publier un bouquin qui est fondamental dans l'histoire du remote viewing et que je vous ai amené là, qui s'appelle le bouquin de Stéphane Schwartz, Ouverture sur l'infini, conscience non locale et remote viewing, et qui parle du remote viewing en général, on va dire du remote viewing sympa, quoi, non militaire. C'est donc toute cette époque où une espèce d'émulation fondamentale. Et en 2011, moi, je suis invité à un congrès à Bagnolet où débarquent carrément les fondateurs du remote viewing de la période de Stargate, qui vont nous délivrer véritablement un enseignement pendant 48 heures sur la perception à distance. Alors ça va de deviner ce qu'il y a dans l'enveloppe cachée. Mais il y a quelque chose qui est quand même assez incroyable, c'est que là il y a deux faits que vous nous annoncez, c'est-à-dire que la réalité du phénomène de remote viewing, parce que même si on sait que les Américains ont, et pendant la guerre froide, travaillé sur ce remote viewing pour aller voir ce qui se passait dans les sous-marins sur les bases russes, c'était connu de tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'en fait les Américains se protégeaient, c'est-à-dire que vous me dites que donc il y a une validation de ce remote viewing, et puis surtout vous me dites aussi qu'il y a une validation du phénomène et de la connaissance du phénomène OVNI des services secrets français et même de l'intérêt. Ouais, exactement, de l'intérêt. Alors, parce que si vous voulez, on a un autre phénomène qui apparaît à ce moment-là, qui est l'enlèvement d'Aravilliers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 98. On a fait un documentaire qui est à votre disposition sur BTLV. Exactement. Et en 98, il faut quand même voir que sur les 4 personnes ciblées, il y a un ancien cadre de Dassault et un spécialiste des missiles. Donc, comment, la question fondamentale, c'est comment ils ont réussi à cibler pour un rendez-vous de chasse un spécialiste des Dassault et un spécialiste des missiles. Ça veut dire qu'en fait, de manière générale, ce monde ovniesque est capable, lui, d'observer, d'espionner, de savoir que des gens qui sont soumis au secret défense sont capables de se réunir et de les enlever à ce moment-là. Pas certainement pour savoir ce qu'ils savent, parce que ça, ils savent déjà, mais peut-être pour donner un signe. Vous comprenez, il y a une espèce de... Donc, ce qui est fondamental à ce moment-là, c'est... Donc moi, je me pointe au congrès de Bagnolet, et je vais directement interroger l'un des fondateurs, alors je ne me souviens plus de son nom, et je lui demande, mais est-ce que vous appliquez le remote viewing à la recherche sur les ovnis, enfin vous essayez de visualiser les petits gars autour des moteurs. Il me dit non, je lui répète au moins 3 ou 4 fois la question parce que je suis du genre insistant, et il me dit non, mais enfin de plus en plus énervé, et puis dans ce cas-là, ils prennent vraiment l'air menaçant. Bon, n'insistez pas trop. Et la semaine suivante, Joe McMoneagle, qui est l'espion psychique, enfin le plus connu, mais avec un palmarès qui défie toute concurrence, nous explique à l'INRES qu'ils avaient effectivement visualisé ces bonhommes. Donc moi, je me dis, d'accord, ok, j'ai des dons, maintenant je commence à avoir ma formation en remote viewing, c'est bien évident que si on veut en savoir davantage, il faut arriver sur le phénomène, à l'investiguer par ces biais de la perception à distance, de la kinesthésie et de dévisualisation. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que lorsque vous voulez cibler, il faut savoir quoi cibler. Et le monde ovniesque, il a, entre guillemets, sa culture, qui est très... ses archétypes jungiens, en fait. Parce que c'est le principal problème quand on veut cibler même un être humain comme vous, par exemple. Vous avez vos archétypes, vous avez votre histoire. Et on ne sait pas exactement qui individualiser en cette histoire. Parce que pour cibler, il faut cibler un individu, c'est l'idéal. Et c'est comme ça qu'on récupère des images, des sons, des trucs et des visions
de ce monde, en fait, qui sont carrément des visions en direct. Ouais, mais pour visualiser là, dans ce dossier OVNI, c'était compliqué parce qu'en fait, soit les services secrets savent où il y a des ovnis et ils vous disent visualisez à cet endroit-là ce qui se passe, ou soit ils le savent pas, et là c'est un peu au petit bonheur de la chance. Ben oui, et ben justement, en fait, il y avait deux choses. Il fallait repérer quelqu'un qui avait une interaction avec l'un de ces personnages. Et il s'avère qu'il y en avait en forêt de Brocéliande, qui avaient des contacts, qui eux-mêmes avaient par cet endroit qui attire un petit peu des gens qui sont très branchés paranormaux, il y en avait qui avaient des contacts télépathiques, et qui pouvaient se manifester même dans l'art, même dans le dessin, par des images, etc. Donc il fallait exactement reconnaître qui était concerné, et à ce moment-là, si on ciblait la personne qui avait ces contacts, on pouvait aussi remonter jusqu'au contact, et du coup on arrivait à identifier des gens par lesquels on pouvait recibler à nouveau le monde ovniesque. D'accord. Donc là, vous êtes formé. Là, je suis formé, mais de manière civile. Ouais. Et après, on va vous former de manière militaire. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont s'apercevoir que, bon, déjà, j'ai quelques dons, mais pas tant que ça. C'est assez répandu. Et ils vont effectivement proposer ils vont s'intéresser à moi, mais comme cible. Alors là, je fais une espèce de bline parce que ça amène à dire qui, etc. Il y a des gens qui arrivent sous couverture, ils pourront toujours dire non, mais etc. Ah ben d'abord, ils m'abordent à Paris, complètement, de manière complètement naturelle, c'est-à-dire que c'est des agents de la DGSI. Alors à l'époque, je savais pas ce que c'était que la DGSI. Les services secrets intérieurs. Hein. Ouais, voilà, c'est sécurité ça. intérieure. C'est une fusion d'ADST et DRG, qui s'est pas très bien passée d'ailleurs. Et les gars bossent à Orly. Et là, bah, ils me demandent de boule pour point si ça m'intéresse, en gros, de bosser pour eux. Ça, c'est comme ça que je suis abordé. J'ai une autre cible civile qui a été abordée, elle, par exemple, en juillet, de la manière la plus transparente possible. Et c'est comme ça que peu à peu, moi, je suis amené en fait à collaborer et à accepter de participer à des sessions de remote viewing. Mais on vous dit à quoi va servir cette collaboration au départ, on peut du tout, est-ce que vous cache le dossier OVNI? Non, d'emblée, ils me font bien comprendre, en fait, c'est qu'ils cherchent à comprendre le dossier OVNI. Et moi, ça m'intéresse, en fait, de marcher dans ce système, parce que ça correspond à ma propre curiosité, en fait. Et puis... Ça va accélérer le processus de rapprochement, ça va le faire. Ouais, tout à fait, ouais. Et bon, moi, je demande pas d'argent, c'est surtout par curiosité que je le fais. Et donc, c'est comme ça que je suis amené à participer à des sessions de remote viewing militaires. Comment elles se passent, ces sessions? En gros, les gens, imaginez cette pièce, des tapis, une espèce d'ambiance un peu New Age, et puis les gens se mettent s'allongent en fait, et ils se mettent en état modifié de conscience, donc entre veille et conscience, et ils vont diriger leur esprit vers quelque chose. Alors, ils pourraient très bien le diriger vers une cible vivante, comme vous, par exemple, pour savoir ce que vous pensez, ce que vous allez faire, etc. C'est incroyable. Le fait, c'est que quand on est 10 ou 12 branchés sur un esprit, on entend ce qu'il dit, ce qu'il pense. C'est comme si nous, on se parlait, mais les yeux fermés, quoi. On se parlerait les yeux fermés, les oreilles bouchées, sauf qu'on entend tout et qu'on voit tout. Donc c'est de la pure télépathie, de toute façon. Ouais, c'est de la pure télépathie, mais ce n'est pas que de la télépathie. Parce que si vous voulez, c'est pas seulement le système nerveux central qui est en jeu, mais c'est le système nerveux périphérique. En fait, c'est très kinesthésique. C'est-à-dire qu'en fait, le viewer ressent ce que sent la cible. Il y a une sorte de symétrisation qui se fait. C'est une véritable jumélité qui peut être acceptée ou qui peut être imposée. Et c'est en cela que le remote viewing militaire est différent du remote viewing civil. On demande aux gens leur consentement. Donc la première séance que vous faites, donc vous êtes dans cette pièce, allongé sur les tapis, etc. Et on vous demande d'emblée de cibler un ovni. On me demande
demande de dire... Alors, bon, en gros, je rentre pas spécialement dans les détails, parce qu'une session peut être... les gens peuvent être présents physiquement, mais on peut tout à fait avoir une session de remote viewing avec des gens à tous les coins de la France. Il faut se rappeler du titre de Schwartz, conscience non locale. C'est comme s'il n'y a pas de distance, en fait. On peut tout à fait créer des sessions... Bon, bref. Et en fait, eux, à ce moment-là, ils me demandent de savoir ce que j'ai comme contact, ce que j'ai comme conception de ça. En fait, ce qu'ils veulent, c'est rentrer dans le mental, en réalité, des gens qui sont entre guillemets, enfin qui sont pas entre guillemets, qui sont réellement physiquement dans ces fameux ovnis et à quelle civilisation ça dépend, où est-ce que c'est implanté, où est-ce que c'est localisé, comment ça fonctionne. Ils veulent... Oui, ce qu'ils veulent surtout, c'est la technologie. C'est ça. C'est le truc qu'ils veulent, c'est la technologie. Point à la ligne, ils veulent comprendre comment un appareil peut zigzaguer en montant sans ralentir, en fait. Ça les fait fantasmer complètement, parce qu'ils sentent bien que là-dessous, il y a des règles ou des notions physiques liées à la relativité générale. Alors, cette première séance, elle se passe, c'est le premier contact que vous avez finalement avec ces services secrets français. Ouais, voilà. Vous voyez quoi et est-ce que ça fonctionne tout de suite? Ça fonctionne tout de suite parce que je suis volontaire, en fait, pour leur dire. Moi, il me semble que c'est l'intérêt général, en fait, de faire passer ça. Et en face, le monde vers lequel on se projette, et comprend qu'il y a peut-être une opportunité de rentrer en communication. Mais eux, ils sont plus... il va falloir les éduquer à nous comprendre. C'est la pierre de Rosette, quoi, en fait, en gros. Mais ça veut dire que les services secrets français aujourd'hui, ou les services secrets mondiaux, que ce soit américains, russes, etc., comprennent que de toute façon, ces êtres venus d'ailleurs ont une technologie et une supériorité, de toute façon. Si vous dites une supériorité technologique qui est indéniable, maintenant ils fonctionnent pas de la même façon que nous on fonctionne. Parce que quand vous créez un groupe de télépathes, vous créez une espèce d'en-soi, si vous voulez. Et nous on est émergents, enfin on est un peu balbutiants dans ça. Eux, en matière de télépathie, ils créent des en-soi télépathiques qui sont très forts. Et ils veulent pas tout dire. C'est-à-dire qu'ils veulent bien nous apprendre à communiquer, parce que ça, pour eux, c'est important. Mais quant à nous donner leur technologie, ça, non, ils veulent pas du tout. Parce qu'ils veulent pas se retrouver avec une espèce qu'ils considèrent plutôt comme barbare, avec les mêmes... J'imagine quand même que lors du premier contact, vous leur demandez pas tout de suite donnez-moi les clés du vaisseau. Donc, voilà. Eux, ils demandent carrément tout de suite. Et eux, ils demandent carrément tout de suite donnez-moi les clés du vaisseau. Et ça, là, ça coince tout de suite. Et bon, moi, entre-temps... Mais comment s'est passé le premier contact? C'est-à-dire que quand vous arrivez à vous projeter et que vous rentrez en contact avec ces entités, on voit des gens. On voit quelqu'un, en fait. Ouais, c'est humanoïde. En fait, du coup, on voit trois personnes, trois types de personnages. Un qui est plutôt grand, genre dans les 2 mètres, mais moi j'ai jamais réussi à le visualiser. On en voit qui sont plutôt avec des... Vous savez... les yeux en amande? Des yeux en amande, petits, etc. Autour assez grêle. On va voir dans quelques instants une vidéo et je vais demander à la régie de préparer justement cet ovni de Kumbargaz qui est peut-être la première preuve de l'existence réelle de ce phénomène et de ces extraterrestres. On va la lancer. Je voudrais juste que vous me disiez, alors là, ça c'est un veilleur de nuit Yalcin Altman, je crois, qui avait filmé ces vidéos, cet engin. On a essayé de débunker tout cela, puis finalement c'est revenu il y a quelques mois, avec la technologie moderne, on a pu se rendre compte que c'était des vraies vidéos et qu'on n'avait toujours pas la possibilité de savoir ce que c'était vraiment. Et on voit à droite de l'image ces êtres qui seraient sensiblement là en train d'observer ce qui se passe. Est-ce que ce que vous voyez, une des races entre guillemets, je sais que, extraterrestres,
ressemble à ça? Ouais, complètement. Enfin, disons que nous, si vous voulez, en remote viewing, on la voit de manière beaucoup plus précise. Oui, bah oui, parce que là, c'est C'est- quand même, il est loin. Donc. Mais le problème, c'est qu'on la voit en un flash qui est à la fois hyper détaillé, c'est comme si moi je voyais les grains de matière de votre bureau, vous voyez ce que je veux dire. C'est un flash qui est hyper détaillé, qui a à peine le temps de remonter à la conscience, et derrière il y a des dessinateurs en fait, qui reprennent ce qu'on voit, ce qui est vu, qui reprennent ce qui est vu. Alors il y a par exemple un remote viewer qui a vu plutôt quelque chose d'autre, il y en a un qui a vu plutôt quelque chose Et donc, vous d'autre. le dites à voix haute et quelqu'un dessine, en fait, c'est ça? Ouais, souvent au tout début, parce que c'est assez artisanal, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que souvent il peut y avoir des couples de remote viewers avec le type qui est allongé ou la fille qui est allongée. Souvent c'est les femmes qui sont plus douées pour ça d'ailleurs. Et à côté il y a la personne qui note. Elle tombe la personne qui view, elle tombe en conscience. Elle remonte juste le temps de dire ce qu'elle a vu. Elle retombe en fait en état de conscience modifié, elle remonte, elle retombe. C'est un exercice qui est dangereux à faire parce qu'il peut finir par perturber votre sommeil. Si vous voulez, il y a des conséquences. Donc on voit ça, on voit d'autres trucs, on voit des villes enterrées, moi je me souviens d'une vision mais d'une beauté absolument incroyable où on voit une ville enterrée. C'est presque une cathédrale. Enfin, c'est un côté presque mystique. On voit, moi, je vois un objet au-dessus de Jupiter, par exemple. Mais imaginez le détail. On imagine le détail de Jupiter. C'est comme si on était devant Jupiter. Alors, on va essayer d'avancer dans ce Ouais. dossier et de comprendre. Déjà, la première question, c'est comment vous accueillent-ils, ces êtres venus Alors, ils accueillent avec beaucoup de circonspection. Bah oui, parce que vous rentrez dans leur sphère. Parce que le problème, c'est que c'est militaire. Donc, Eux, ce sont des militaires. C'est-à-dire que vous avez la non, sensation- non, Ah, entre guillemets, les gens des ovnis, eux, ils sont pas militaires, mais enfin, mais c'est quand même des vaisseaux, quoi. nous, on est militaires. Enfin, entre guillemets, on est dans une sphère militaire. Et eux le sentent, en fait. Ah bah, eux, ils le savent d'emblée, quoi. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que eux, ils nous viewent direct. Ah ouais. C'est-à-dire C'est qu'en le fait, viewer c'est là. viewé, quoi, c'est Ouais, ça. exactement. Le problème, c'est que le viewer qui view, il est viewé en retour, si vous voulez. Si imaginons que les services secrets décident de bosser avec un viewer qui est purement civil, le viewer qui cible, il va viewer aussitôt le viewer qui est en train de le cibler. Et du coup, il n'y a plus de secret défense à ce moment-là. Ouais, donc ça va dans les deux sens, quoi. Ça va dans les deux sens, quoi. Vous ouvrez une fenêtre sur un viewer, mais le viewer, il ouvre aussi la fenêtre sur vous. Bah, bien sûr. Donc, du coup, Donc, ce que vous voulez cacher, vous pouvez pas le cacher. vous pouvez pas le cacher, non. Donc, Et- les services secrets le savent, ça. Ah ouais, ils le savent. Donc en fait, en ouvrant une fenêtre sur le monde ovniesque, ils ont ouvert une fenêtre sur tout. Ils ont été eux-mêmes ciblés, mais direct. Tout le monde. Tout le monde, tous ceux qui participaient ont été ciblés, identifiés, etc. Et en remontant toute la chaîne d'information, parce que pour eux, il n'y a plus toute cette distinction qu'on établit dans le renseignement secret entre un bout d'information là, que vous faites un bout d'information là, et les deux ignorent. Eux, toc, ils remontent tout, quoi. Donc, dites-moi, monsieur R, on est aujourd'hui dans une phase, je ne sais pas si c'est de la divulgation, d'une reconnaissance du phénomène. On a vu le New York Times, il y a un an et Ouais. demi, reconnaître Ouais. l'existence d'une officine au sein du Pentagone qui étudie le dossier OVNI. On voit qu'il y a de plus en plus d'informations qui circulent. Malgré tout, il y a toujours une omerta sur ce dossier. On ne veut pas officiellement et clairement dire que ces extraterrestres auraient une réalité. Vous me dites, vous, que les services secrets sont au courant de la réalité des extraterrestres et qu'ils le valident. Ouais, complètement. Enfin, du coup, moi, à mon niveau, c'est complètement validé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une communication qui se fait à ce moment-là. Donc, mais ce qu'il faut bien comprendre, ce qui est fondamental, c'est que quand ils ne veulent pas que vous sachiez quelque chose, ils peuvent tout à fait. On entre. Si vous essayez de forcer l'information, en définitive, vous allez vous faire. Vous pouvez vous faire trucider, quoi. C'est-à-dire qu'en réalité,
Vous avez des menaces, c'est-à-dire qu'en fait... Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent vous envoyer des coups d'énergie, mais phénoménaux, quoi. Du coup, les viewers, ils sont attaqués à la fois dans leur système nerveux périphérique, par eux, parce qu'ils veulent pas être espionnés, quoi. En gros, ils peuvent même... Et ils sont aussi attaqués, s'ils sont trop, intrusifs, ils sont aussi attaqués dans leur système nerveux central. Et du coup, il y a des AVC qui se multiplient. Mais vous avez essayé de savoir pourquoi ils venaient nous visiter, parce que ils viennent nous observer, et à partir du moment où vous essayez de rentrer en contact avec eux, ça devrait leur faire plaisir, parce que... Ou alors, on est des fourmis, ils nous observent. Non, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de théories qui ont circulé là-dessus, mais la théorie sur laquelle nous, on est tombé d'accord, c'était qu'en fait, eux, ils sont arrivés dans le système solaire il y a 40-50 000 ans, et ils se sont installés dans des structures plutôt souterraines, un peu partout dans le système solaire, et peut-être bien sur Terre. Il y aurait peut-être des bases, entre guillemets, souterraines, d'où surgirait justement, et c'est ça qui est intéressé sur Brocéliande, un nombre d'ovnis, mais qui était monumental. Chaque soir, on voyait des gerbes d'ovnis monter, et donc, sachant qu'il y avait le camp militaire qui était là, et que qu'il occupait le tiers à peu près de la superficie, ça devenait un lieu, mais qui devenait une espèce de mini Roswell français, qui devenait un lieu, mais d'études majeures, pour aller, entre guillemets, du particulier que semble être la forêt de Brocéliande à l'universel, ce qui semble être le monde, en fait, entre guillemets, des extraterrestres. Mais je dis toujours entre guillemets des extraterrestres, parce que eux, leur point de vue, il est tout à fait différent. S'ils habitent, pour une certaine partie d'entre eux, le système solaire, donc c'est ce qui est conclu par ces séances de remote viewing, ils sont plusieurs races, et eux, ils ont pas la vision Terre, ils ont la vision globale du système solaire. Donc s'ils habitent, peut-être pour certains d'entre eux, enfin pour moi c'est ma conviction, la Terre, mais dans des structures souterraines, très très discrètes, et ils habitent, si par exemple ils habitent Mars, moi j'ai vu des vues qui ont été recoupées d'ailleurs par John McNeill sur des trucs qui me semblent vraiment être totalement martiens. Des installations souterraines. Et du coup, eux, ils sont là, on estime, depuis 40-50 000 ans. Et la question qu'on se pose à ce moment-là, c'est des questions de base, c'est des questions tout simples. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, il y a 40-50 000 ans, et pourquoi ils se planquent comme ça? Alors, on va revenir sur votre expérience auprès des services secrets français dans une poignée de secondes. Pourquoi? Parce que je voudrais vous montrer la bande-annonce d'un film qui s'appelle 51 I Fly et qui est très intéressante parce que les réalisateurs, dont Florent Tixier, sont allés à la rencontre de scientifiques travaillant sur cette probable vie extraterrestre. Mais elle est bien loin, bien loin, d'après eux, de ce que vous me racontez. Et là, ça pose de vrais problèmes. Est-ce qu'il y a deux informations de vitesse? On en parle juste après. Non solo un piccolo pianeta del Sistema Solare, ma lo stesso Sole è una di 350 miliardi di stelle nella Via Lattea, che è la nostra galassia. Allora, a questo punto, la domanda spontanea è possibile che siamo solo noi ad essere vivi? We always start with that we can explain it. Once we've gone through all the possibilities and we can't find an explanation for it, then it becomes an unknown. Way back in the 40s, maybe 20-30% of people believed. Now, most people believe in UFOs. And the SETI Institute has a rather interesting mission. Part of our work, the search for signs of technology from deep space. We get a lot of signals coming into our site and being intercepted by our 42 dishes. It's a lot like buying a ticket to the lottery. D'autres civilisations peut-être plus avancées que nous sont tellement loin que les messages qu'ils nous ont envoyés mettront peut-être 2 milliards d'années à nous atteindre. If anybody wanted to colonize the galaxy, why don't we see evidence? Depuis plus de 2000 ans, les gens rêvaient d'autres mondes dans le cosmos. Et tout d'un coup, voilà, on avait une première planète. Only a very few have been found to be in that magic zone that we call the habitable zone. Being hospitable for life and having life is two different problems. L'univers a 15 milliards d'années. L'homme là-dedans, ça représente rien du tout.
We are not sure that intelligence is a normal step in evolution. We should be aware of the fact that we are limiting ourselves to what we know. Maintenant, on ne peut pas prouver que quelque chose n'existe pas. La science ne peut pas démontrer que quelque chose n'existe pas. Sommes-nous seuls? C'est la vraie question. Visiblement, pour les scientifiques qui travaillent sur et qui ont été interrogés pour ce documentaire, c'est compliqué. On n'en est qu'à l'état de biologie, en tout cas si la vie est découverte. Et alors que avec Monsieur R, on apprend que finalement tout ça c'est bullshit, puisque en fait il y aurait deux informations. Il y aurait une information grand public que l'on voit sur ce documentaire, qui est d'ailleurs en VOD sur btlv.fr en exclusivité. Et puis il y a les services secrets qui eux sont passés à une vitesse supérieure. Bah oui, complètement. Mais c'est-à-dire en fait il est hyper intéressant ce documentaire. Je l'ai visualisé plusieurs fois. Le problème, c'est qu'en fait, on projette toujours nos modes de communication au mode de communication entre guillemets extraterrestre. Mais eux, ils sont, comme ils sont répartis plusieurs endroits, ils ont besoin que la communication elle soit instantanée. Donc, vous pouvez avoir deux mondes extraterrestres répartis, par exemple, entre, je sais pas, je dis n'importe quoi, une lune de Saturne, une lune de Jupiter, la Lune ou je sais pas quoi, la Terre. Vous pouvez avoir de véritables communications que si elle est télépathique. Et donc il faut oublier complètement l'idée qu'une civilisation intergalactique, on va dire, utiliserait les radiofréquences pour se connecter, quoi. C'est impossible. Il faut sortir de nos connaissances et de nos prismes de voilà. connaissances, en fait, ouais, et d'observation. Alors, vous m'avez parlé de plusieurs races d'extraterrestres, dont les petits gris qu'on a vus tout à l'heure dans la vidéo. Il y a les plus grands. Alors, certains disent que ce sont des Vénusiens qui sont grands, costauds, en tout cas c'est des beaux gosses, quoi. Et puis il y en a d'autres. Donc une troisième. Quelle est-elle, cette troisième race? Et surtout, ces races viennent-elles chercher des choses différentes sur la planète Terre? Eh ben, en fait, je pense qu'en fait, il faut être... il faut ramener tout à des choses simples, en fait. On a trop fantasmé, trop déliré, etc. En fait, en finale, la conclusion qu'on se posait, auquel on arrivait, et que moi, en fait, j'ai un peu compris aussi par les interactions que j'ai eues, c'est que eux, ils fuyaient, en fait. Ils avaient fait l'objet d'une invasion massive. C'est-à-dire qu'il y a eu une guerre interstellaire. Il y a eu une guerre complètement. Et moi, personnellement, j'ai ramassé des visions, même venant de deux sources différentes. On voyait qu'il se passait des choses en orbite, pas sympa du tout. Mais je peux repasser là-dessus plus tard. Mais eux, ils fuyaient en fait une race qui avait carrément destroyé chaque fois leur planète. C'est pour ça qu'ils se retrouvaient à trois races, à un moment donné, et qui se planquaient... comme ça, quoi. Donc l'étoile noire existe, quoi, en fait, c'est ça. Et il y a on en a parlé récemment. Enfin, nous, ce qu'on a vu, c'est la multiplication des triangles. Et l'affaire d'Aravilliers, il y avait des sous-signaux qui étaient très inquiétants. Parce que dans l'affaire Aravilliers, à un moment, l'OVNI qui va enlever les 4 personnes en question, elle remonte toute la rue d'Aravilliers. Et là, vous avez des paniques animales, les gens se réveillent complètement épuisés, mais à midi, il y a un enfant qui va faire des cauchemars à répétition. Alors, on est rentré en contact par Jocelyn F. Keller avec cet enfant, donc, qui a 23-24 ans aujourd'hui, et qui est une petite fille et qui reviendra sûrement sur ce qu'elle a vu, puisqu'elle a... témoigner auprès de Jocelyn. On y reviendra sur BTLV. Donc c'est vrai qu'elle avait été un peu prise pour cible lors de cette affaire, en tout cas, voilà. Et puis de toute façon, les enfants à cet âge, ils ont une capacité télépathique qu'on perd beaucoup avec les filtres culturels qu'on nous assène. Mais il y a aussi des passages de triangles sur des villes. Si vous voulez, c'est pas ou avec des paniques animales. Je crois qu'il y en a une sur la ville d'Amsterdam où les primates ont cessé de manger pendant 2 heures, puis sont partis dans des états de panique complets. Mais ça fait peur tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils viennent, ils fuient quelque chose et qu'ils s'intéressent à la Terre, on peut se demander est-ce qu'ils voudraient pas nous la piquer? Non, il y a 2 composantes en fait. En fait, le résultat du travail, c'est qu'il y avait 2 composantes.
il y avait une composante qui était là, qui était en interaction avec la nature, avec la Terre. Donc rien n'empêche de penser que la Terre, c'est aussi un en-soi télépathique. Donc je pense que entre deux en-soi télépathiques, il y a une espèce de deal. Ok, vous venez sur le système solaire, mais vous nous protégez. Vous protégez la nature. Et ensuite, il y a une autre... c'est un peu ce qui s'est passé, ce qui se passe dans toutes les histoires de civilisation. Il y a un peu une lutte entre le bien et le mal. On a vu ça en 39-45. Et à un moment donné, les ovnis, on les voit... Les ovnis dont moi je parle et dans la forêt de Brocéliande, on les voit où? Sur la nature. Et les visions internes de monde qu'on ramène, c'est toujours, par exemple, de grottes énormes, majuscules, elles sont lumineuses, il y a de la végétation dedans. Enfin, il y a une espèce de respect même de la minéralité du monde ou de la beauté des mondes. Et puis, quand ils communiquent en fait, avec des artistes ou avec des chercheurs, c'est toujours dans une certaine harmonie, c'est toujours en créant de la beauté quelque part. Et le fait est que les ovnis triangulaires dont on parle, eux, on les observe mais avec des dimensions tout à fait stupéfiantes ou au-dessus des villes. Donc, si vous voulez, si vous parlez de télépathie, vous êtes obligé de parler d'énergie. Et la question de base qui se pose, c'est en gros pour toutes les espèces, c'est comment vous bouffez, quoi, comment vous vous sustentez, comment vous vous nourrissez. Mais ça, c'est la principale des communications que vous avez pu nouer avec eux. C'est parce qu'à un moment donné, vous avez lié une communication. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes rentré dans leur espace, ils sont rentrés dans le vôtre. Est-ce que vous avez communiqué ou alors vous avez juste, et les uns et les autres, volé des informations? Non, communiqué. Et nous, on a été attaqué par la deuxième composante, c'est-à-dire la composante, en fait, on va dire triangulaire, mais une attaque psychique, mais effrayante, quoi. C'est comme si on vous passe, imaginez qu'on vous passe un aspirateur dans le ventre, quoi. Et ça dure 3, 4 jours, ça revient, ça repart, etc. Et je pense qu'à à ce moment-là, on a été coupé par ceux qui étaient là depuis 40-50 000 ans. Donc on a considéré à un moment qu'il y avait une composante invasive qui était arrivée dans les années 50 et peut-être même un peu avant, qui nous avait un petit peu localisé avant par tout le bruit qu'on fait dans le cosmos. Et si vous regardez dans la culture, c'est à peu près au moment où apparaît dans la culture des idées comme le vampirisme, etc. Vous retrouvez cette idée chez Castaneda. Donc Castaneda, c'est vraiment typiquement l'écrivain qui délire à partir de trucs, mais qui peut arriver à apporter des idées. Vous avez cette idée aussi dans les Mothman, par exemple. Bon, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond comme réalité, mais ça peut être pris comme expérience de pensée intéressante, quoi. Et puis la question qu'on se pose quand on vous entend, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs choses. Il y a des bouquins, il y a des séries comme Les Envahisseurs, où on voyait, je me souviens, des gens venir sur Terre et vouloir imposer leur mode de vie et s'approprier la Terre. Donc, on se demande pourquoi, effectivement, ils viennent nous voir. Qu'est-ce qu'ils veulent attendre de nous? Ils nous protégeraient d'un côté, mais ils voudraient nous vampiriser de l'autre. Donc c'est... Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, si vous avez deux composantes, vous en avez une clairement, je pense qu'ils nous prennent un peu pour de bétail, quoi. L'autre, par contre, serait disposé à une alliance, mais en respectant quelque part notre libre arbitre. Est-ce que vous avez pu comprendre qu'il y avait un deal entre les gouvernements, par exemple, et notamment le gouvernement américain, ou le gouvernement français? Non, il n'y avait pas de deal. Avec ces extraterrestres? Il n'y avait pas de deal. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un deal. Il y aurait pu y avoir un deal entre les gouvernements si les gouvernements avaient accepté de prendre soin de la planète quelque part. Il y aurait pu y avoir un deal. Donc il y a une notion écologique qui est très importante. Oui, très importante. L'idée, c'est de préserver la vie, mais derrière la vie, c'est la liberté évolutive, c'est la liberté des espèces d'évoluer comme elles veulent, c'est
c'est la fin de ce génocide monstrueux. Ouais, mais si on n'agit pas comme ils le souhaitent, que va-t-il se passer? Est-ce qu'ils nous ont prévenus? Est-ce qu'ils vous ont prévenus? Eh ben, à ce moment-là, ils nous ont mis en main les cartes. Les cartes. Ils nous ont expliqué, bon, vous avez deux possibilités. Et est-ce que vous avez envie d'être prédaté cette fois-ci directement, enfin indirectement? Parce que bon, les triangles et toute cette armada qui correspond aussi à des objets qui ont été vus en orbite mais qui sont gigantesques. Donc il y a cette composante qui est clairement invasive, puis cette composante qui est là. Et donc, en fait, entre guillemets, l'humanité entre le marteau et l'enclume. Ouais, c'est ça, c'est soit on se reprend nous, soit ils nous vampirisent, en fait. Voilà, en gros, tout ce qui va vers la fascisation du régime américain, par exemple, vers le racisme, le refus de la différence, le meurtre, le meurtre, la restriction des libertés publiques, etc. Cette idée qu'on peut faire de l'homme une espèce de source d'argent ad vitam aeternam, nous éloigne en fait d'une alliance avec cette composante qui est arrivée selon. Mais moi je peux pas vous le prouver si vous voulez, parce que moi j'étais à une chaîne du renseignement, mais j'avais pas la synthèse. Mais c'est à mon petit niveau la conclusion que à laquelle j'ai pu arriver. Combien de séances vous avez fait pour les services secrets français? Beaucoup, parce que en réalité, quand ils se sont aperçus que moi je voulais plus coopérer, parce que en fait j'ai compris très très vite que j'étais pas en phase en fait avec mes valeurs, les sessions elles se sont transformées en sessions de guerre, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on essayait de m'intruser. Vous avez été inquiété par les services secrets? Bah ouais, menacé, pas mal. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai dit non, ça correspond pas à ce que je veux. Et vous pouvez t'attaquer sur le plan énergétique. C'est-à-dire que si on veut fractionner, on veut vous brain hacker, parce que ça devient du brain hacking. Si on veut forcer, entre guillemets, votre esprit, on va attaquer votre corps, hein, par un endroit, etc. Mais ça, qui est-ce qui le fait? C'est les services secrets? Ah bah, s'il y a une cible qui est réticente... C'est-à-dire que c'est un autre viewer qui a été... C'est-à-dire un groupe de viewers peuvent prendre peuvent cibler quelqu'un qui est réticent. Et bien, c'est ce qui s'est passé, mais c'est ce qui se passe souvent entre les groupes de viewers d'États indépendants. Par exemple, à un moment, j'ai assisté à l'arrivée des viewers plutôt russes vers les viewers français pour comprendre un petit peu ce qui se passait. Et à ce moment-là, il y a un très bon article dans Nexus d'Edwin Carroll ou d'Edwin Carroll, je sais plus, qui a trouvé, je ne sais pas par quel miracle, un espion perceptif qui parle de sécession. Où véritablement on essaye de forcer votre énergie, voire de l'arracher, etc. Et alors en général, il y a une espèce de modus vivendi, quand deux groupes se rencontrent, bon, ils ne se lancent pas dans ce genre de guerre. Mais par contre, s'ils veulent une information, ils la mettent de côté, ils reviennent un an après, ils prennent un petit bout, ils vérifient, etc. Alors, est-ce que tout cela valide le fait qu'on ait récupéré peut-être, puisque ces entités ont une réalité. Alors ces entités, ouais. Est-ce qu'on a récupéré des technologies? J'en parle, je reviens sur Roswell par exemple. Est-ce que Roswell est une réalité? Est-ce qu'effectivement les Américains ont récupéré? Est-ce que nous, sur le territoire français, on a eu des... Je me souviens avoir travaillé ici sur les crashs de rien, des engins qui se crashent avec des témoins, et quand on va sur la zone, il n'y a plus rien. Est-ce qu'on a récupéré des choses? Est-ce que Roswell est une réalité? Alors moi en fait en 2013, du coup je me posais un petit peu la question comme vous, et j'ai pas l'impression qu'ils avaient tant avancé que ça en fait. Ils avaient peut-être pu récupérer des fragments, mais sans bien comprendre à quoi ça correspondait. Parce qu'on dit qu'on a récupéré des corps, qu'ils ressemblaient... Ils ont récupéré des corps, ça c'est vrai, parce que dans le bouquin de Greeley, et moi c'est ce qui m'a permis d'aider à mes focalisations, il y a des Jean-Gabriel Greeley, que vous l'avez reçu, il y a des planches anatomiques de dissection qui ont été faites et qui correspondaient vraiment, moi, au visionnage que j'avais. Et ça m'a d'autant plus conforté dans mon idée que les visionnages que j'avais, je les avais eus avant de lire le bouquin de Jean-Gabriel. D'accord, donc ça a conforté vos visions, quoi. Ce qu'il faut savoir,
c'est que si vous voulez être dans... Vous savez que de toute façon, en tant que remote viewer, vous êtes dans une subjectivité énorme. Mais ce que vous avez, c'est que vous prenez vous faites des carnets télépathiques, vous notez vos ressentis, vos entendus, vos visions, vos rêves, etc. C'est un matériau, et puis en fait, au fil du temps, vous voyez si c'est confirmé ou pas confirmé par d'autres sources. Ça, c'est dans le cas où vous êtes isolé. Mais même si c'est dans le cas où vous êtes toute une équipe, vous faites pareil. Vous êtes allé à l'intérieur des vaisseaux en tant que remote viewer, vous avez vu comment ça se passait? C'est-à-dire que moi, je considérais que j'avais pas à le faire, parce que justement par respect, quoi. On ne le souhaitait pas, et c'était l'un des points de friction en fait qu'il y avait avec les services secrets. C'est-à-dire moi, je voulais pas à aucun moment rentrer là-dedans. Parce que j'estimais que si on avait une chance quelque part d'entrer en interaction, c'était pas en allant violer quelque part des secrets industriels. Donc, et puis pour ma chance, j'ai que des bases en relativité générale ou en physique quantique qui sont très très larges, très éloignées de la réalité. Donc ils ont compris tout de suite que je servirais à rien. Pour ça, je voulais pas le faire de toute façon. Aujourd'hui, vous témoignez sur BTLV anonymement. Vous avez peur pour votre vie? J'ai peur de passer surtout pour un con en fait. Pire, vous passez pour un mytho. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, de passer pour un mytho. Parce que vous comprenez qu'on peut vous prendre pour un mytho. Complètement, ouais. Du coup, je sais très bien en fait que la preuve, elle se fait tout doucement et qu'elle peut se faire qu'à travers les autres remote viewers. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, à partir de cette expérience que je vous décris, pour être dans un processus vraiment dynamique, il faut créer soi-même des groupes de remote viewers et avec une méthodologie exemplaire, quoi. C'est-à-dire pas s'amuser à le faire au petit bonheur la chance. Avec des protocoles. En suivant bien les protocoles que par exemple qui ont été détaillés par Fabrice Bonvin, qui est très bon sur le sujet. Tiens, Fabrice Bonvin, l'agent du changement, voilà, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Et bon, j'ai lui très bon. Et si on suit bien ces protocoles, sachant qu'on ne poussera, sachant qu'à aucun moment il faut essayer de pousser l'information pour avoir du secret technologique, etc. Parce que pour comprendre ce que c'est la conscience, la philosophie, comment ça marche et comment on peut avoir une interaction avec ces gens dans un moment qui est crucial. Parce que pour nous, il y avait une sorte de basculement. Et j'ajoute un truc, c'est que au moment de la catastrophe du MH370, nous on a viewé des trucs qui n'étaient pas sympas du tout, quoi. Et surtout qu'il y a certains viewers qui sont entrés dans des crises de panique dont ils sont sortis seulement au fil des années, quoi. Il y a eu des stress post-traumatiques qui se sont mis en place à ce moment-là. Dernière question. Tout cela nous amène à nous retrouver bientôt et à vous retrouver surtout bientôt dans un documentaire OVNI en forêt de Brocéliande. On sait que pas loin de la forêt de Brocéliande, il y a des bases militaires. Est-ce que ceci explique cela? Et pour quelle raison serait-il en forêt de Brocéliande? Alors effectivement, vous le disiez tout à l'heure, il y a des gens qui sont très ouverts au paranormal, etc. Mais enfin, ça ne fait pas un aéroport à OVNI pour autant. Non, mais bon, on a vu le témoin là que vous montriez tout à l'heure, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc nous, on a eu le sentiment, à un moment, je crois que l'idée moi j'ai mis beaucoup de temps à l'intégrer en fait en tant que possible, mais en fait l'idée c'est qu'il y avait une implantation sous la forêt elle-même, quoi, parce que ça ne pourrait pas se comprendre autrement. C'est dans... Vous êtes en train de me dire qu'il y aurait peut-être une base extraterrestre sous la forêt de Brocéliande? Ouais, en finale, c'est l'idée qui a fini par faire consensus. Mais ça ne pourrait pas se comprendre autrement par rapport au nombre en fait de sorties nocturnes qui sont faites à partir de là, parce que on s'amusait à compter les ovnis, quoi. C'était du délire. On en comptait dans certaines soirées, on en comptait des dizaines et des dizaines. Mais ça, je veux pas dire, il faut pas imaginer qu'on les voyait, on les voyait à une certaine altitude. Donc c'était plus une petite lumière qui apparaît dans un espèce de flash et qui disparaît. On dirait que c'est des petites étoiles mouvantes. Et ensuite, c'est facile de voir que c'est pas des satellites. Il y a des sites comme Even the Baove,
puis plein d'autres sites qui vous permettent de repérer la position des étoiles à un moment donné. Donc ça fait. Puis après vous apercevez, vous distinguez, vous savez les satellites, c'est à telle heure un avion, ça fait un, etc., etc. Donc à partir du moment où on avait quand même des données statistiques énormes, quoi, sur les sorties d'OVNI, et simplement. Moi, j'étais là sur le site en 2013-2015 et on m'a dit en fait depuis, donc là on est en 2006, que les sorties se faisaient beaucoup plus haut. Parce qu'il y aurait eu, semble-t-il, à un moment donné, une tentative de crash, l'émergence en fait des ovnis. Faut dire que les ovnis circulent ont la maîtrise de la relativité générale. Donc quand il s'écoule par exemple 1 seconde pour vous, il peut s'écouler 30 secondes pour le type qui est dans l'OVNI. Donc il a tout le temps de se prépositionner, de voir ou de dire ce que vous pensez, etc. Et à un moment donné, ils sont obligés de se désinsérer avant de se réinsérer pour faire une sorte de... Enfin moi je crois que c'est ça, pour faire une sorte de repérage, de triangulation, savoir où ils sont exactement. Et à ce moment-là, ils sont vulnérables. Et une certaine date, et bon, bah moi j'assistais à la scène en tant que remote viewer pour avoir les échos de tout le monde. Mais je m'y attendais pas. Hein. Ça c'est un sale coup qu'on m'a fait parce que et ça a déterminé en fait mon entrée en opposition quoi à ces méthodes. Ils ont carrément précipité un jet sur l'un de ces ovnis qu'il a évité au dernier moment. Donc en plus c'était bien vu parce que le cône de déjection des débris, il aurait été situé entre Ploermel et Mauron. Donc dans une zone qui n'est pas trop habitée. Parce que s'il avait été, en l'occurrence l'avion venait du sud-est, mais s'il était venu du nord-ouest, ça serait tombé sur Ploermel. C'est-à-dire que l'armée française, vous êtes en train de me dire que l'armée française volontairement a précipité un jet sur un ovni? Ouais, complètement, ouais. Enfin, en tout cas, en tant que remote viewer, c'est ce que je dis. Mais en tant que personne attachée à la preuve, parce que, bon, le remote viewer est une personne qui est surattachée à la preuve. Faut comprendre ça. C'est un gars comme Nicolas, comment il s'appelle déjà, Fraisse, qui est un voyant qui parle de ça, il explique bien que nous, notre dilemme, c'est qu'on est surattaché à la preuve matérielle. C'est que on voit, d'accord, mais on est surattaché à la preuve matérielle. Donc c'est pour ça que c'est très gênant en fait de parler de tout ça, parce que quelque part, on peut, comme vous le dites, on se fait passer pour un mytho, mais nous, on est surattaché à la preuve matérielle. Donc, en tout cas, moi, les pensées que je capte à ce moment-là, c'est celles du pilote du jet, du pilote en fait de l'OVNI et du groupe de remote viewers qui attendent de voir ce qui se passe. Alors, Nicolas Fraisse qui sera à l'affiche des prochaines rencontres du mystère et de l'expliquer à Lyon 5 et 6 juin prochain. On aura l'occasion d'y revenir. Et Nicolas qui viendra prochainement sur btlv.fr. Dernière question. Monsieur R, pourquoi avoir décidé de parler? Ben parce que en fait, c'est comme un moment, vous supportez plus quoi la violence en fait qu'il y a dans cette investigation, et vous pensez que la violence en fait elle met en jeu, elle interdit, elle bloque une alliance possible contre une invasion qui vient d'un autre point quoi. Et vous savez à ce moment-là que vous pouvez pas laisser l'espèce humaine seule, avec une seule et divisée, face à cette arrivée massive d'ovnis triangulaires. Et vous espérez quoi avec ce témoignage? Que les gens se saisissent en fait eux-mêmes, parce qu'ils en ont les capacités, de se mettre en interaction avec les ovnis, et qu'ils apprennent à le faire eux-mêmes. Merci Monsieur R d'être venu sur BTLV, anonymement bien sûr, vous l'aurez compris, pour garder toute sécurité.
autour de votre personne. Et puis, sachez qu'on va se retrouver prochainement, en tout cas sur BTLV, avec ce documentaire OVNI en forêt de Brocéliande, dont on vous retrouvera bien sûr dans ce documentaire. Ce sera en exclusivité sur BTLV. Mille merci. On va se quitter avec la bande-annonce d'un événement que nous vous proposons. Ce sera en Méditerranée. Ce sera en octobre prochain. Regardez. BTLV présente La croisière du mystère et de l'inexpliqué 2. Du 30 octobre au 6 novembre 2020, embarquez pour un voyage exceptionnel. Gênes, Barcelone, Palma de Majorque, La Valette, Catane, Rome. Partez en compagnie de Patricia Daré, Jean-Pierre Garnier-Mallet, Anton et Anaël Parks et Patrick Drouot. 7 jours avec visite du cimetière préhistorique de l'Hypogée de Malte, découverte des catacombes de Rome, du quartier Copédé et du Centro Colonnato, un des plus grands secrets du Vatican. Enfin des vacances qui vous ressemblent. Détails et réservations sur btlv.fr.